Alors bonjour tout le monde, bien bon lundi et j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Aujourd'hui dans ma vidéo, je vais faire un petit retour sur mon sondage. Euh, Pas tout le monde qui a répondu encore, mais c'est pas grave, vous pouvez continuer à le faire, même si je vais parler un petit peu de ça. Je vais faire un retour sur vos lectures et je vais répondre à des questions dans ma petite revue, qui est sur des questions qui m'ont été posées au cours de la semaine. Donc, pour le sondage, merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps de le faire et merci à ceux qui vont prendre le temps de le faire. On a des gens qui sont âgés entre 19, alors tout fraîchement sortis du collégial, et des gens qui ont jusqu'à presque 60, qui nous disent entre 50 et 59. J'ai voulu mettre des catégories dans mes âges et j'ai fait un petit oubli et mes catégories sont pas apparues. C'est pas grave, vous en avez créé plusieurs, ce qui m'a pas aidé à calculer les âges, mais c'est vraiment pas pour savoir quel âge que vous avez, c'est surtout pour voir quelle expérience de vie plutôt vous aviez. Alors, il y en a qui se considèrent des jeunes vieux à 46 ans, qui est pas très gentil pour moi, qui arrive un petit peu plus que 43. Qu'il y en a qui sont pas trop certains de leur âge, qui diraient qu'ils sont entre 18 et 24 ans. Alors, ce qui est pour la deuxième question, on a des gens qui sont présentement le plus loin. On a quelqu'un qui est en Australie et quelqu'un qui est en Espagne et une autre personne au Portugal. Et sinon, les autres sont au Québec et on a une majorité de gens là, dans le coin de Montréal, de Québec. En fait, on a 4 personnes et demie à Québec. Pas à Québec, à Montréal. Ce que je veux dire, c'est que la personne qui est en Australie va retourner à Montréal, peut-être ce que j'ai compris, durant la session. C'est pour ça que j'ai mis une demi. Et sinon, on a des gens là, de toutes sortes de places au Québec et c'est le but des cours en ligne. On a des gens là, de Brossard, de Saint-Basile-le-Grand, de l'île Perrot, de Saint-Hyacinthe, de Saint-Donat, de Montcalm. J'ai appris des nouvelles places là. Saint-Simon-de-Bagot, Saint-Adolphe-de-Ward, donc, ça me fait super plaisir de savoir d'où vous suivez les cours. Et aussi, je voulais savoir d'où vous aviez fait vos études collégiales parce que ça vous aide à avoir du vocabulaire dans des spécialités un petit peu. Peut-être que vous allez vous diriger dans ces spécialités-là. Peut-être pas, mais on en parlait dans le chapitre 1 des domaines de spécialisation. Il y a des gens qui étaient en sciences de la parole. J'ai quelqu'un qui était dans le domaine des orthèses visuelles. Alors, je ne sais pas si c'était peindre les iris ou si c'était plus général que ça, mais c'est quand même fort intéressant. Beaucoup de personnes ont fait sciences humaines, sciences de la nature, ce qui est très très bien. Et aussi des gens qui vont avoir peut-être, je ne sais pas si c'est un avantage, je vais peut-être pouvoir voir si c'est le cas, mais des gens qui étaient en arts et lettres, option langue, option culture et traduction ou littérature et création. Moi qui est en train de terminer une recherche pour ma maîtrise, ça serait peut-être intéressant de voir si ça a un lien avec l'apprentissage de la traduction. Un grand nombre d'entre vous planifient faire le baccalauréat. Deux sont plus intéressés au DESS
une dizaine au certificat, mais ça arrive souvent que on choisit de changer pour le baccalauréat pour les avantages que ça peut nous offrir par la suite. Et on a 2 personnes qui sont en exploration de cours complémentaires qui sont dans d'autres bacs et j'espère qu'on va vous attirer un petit peu plus fort que ça. Il y a beaucoup de gens, presque la moitié d'entre vous n'ont jamais fait de traduction. 8 ont dit oui. Ils n'ont pas spécifié quel genre. Quelqu'un qui a fait ça en bénévolat, c'est vraiment bien. Si vous voulez vous exercer, souvent c'est une bonne façon de le faire parce que vous n'avez pas de conséquences dans votre acte de traduction. C'est-à-dire que par exemple, ça m'est arrivé de le faire pour un organisme qui s'appelle le SANA. Alors, je ne sais pas dans votre région qui accueille les nouveaux arrivants, mais souvent, ces gens-là vont arriver dans votre région et l'organisme qui est le service d'accueil aux nouveaux arrivants va avoir besoin de votre aide pour le transport, pour les accueillir. Ils vont avoir besoin d'une personne qui va traduire pour eux pour la première fois qu'ils vont aller à la caisse, la première fois qu'ils vont aller à Service Canada, des petites choses comme ça. Et donc, c'est plus de l'interprétation, mais en même temps, c'est bon pour nous puisque ça nous donne quand même une bonne pratique. Excusez-moi, je vais juste empêcher qu'on se fasse interrompre. Et donc, le bénévolat peut permettre ça, même dans les journées d'accueil dans les écoles de francisation. Ça aussi, j'ai fait ça et c'était vraiment intéressant. Et on a une seule personne qui fait ça régulièrement dans le cadre de son travail, mais j'ai rencontré aussi des gens que c'est un peu pour ça qu'ils prenaient les cours pour avoir comme une certaine promotion ou au moins une bonne fondation pour les soutenir dans leur travail. Beaucoup de gens d'entre vous, peut-être le tiers là, qui était à leur premier pas dans les cours universitaires, je voudrais vous dire, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils étaient un petit peu nerveux ou stressés, je vous comprends. Par contre, vous avez plusieurs façons là, de recevoir du soutien. Sur le portail, vous avez des fonctions d'aide. Vous avez aussi, sur le portail général de l'université, vous avez le soutien technique pour tous les petits bugs qu'il pourrait y avoir là, par rapport au portail. Donc, eux vont être meilleurs que moi pour aller vous aider s'il y a des problèmes techniques informatiques. Pour les questions qui ont vraiment rapport avec le cours, la théorie, tout ça, ça c'est pour moi. Mais pour tout ce qui est technique, informatique, il y a le service des TI qu'on appelle qui vont pouvoir vous aider avec ça. Il y a aussi sur le portail de traduction où il y a des capsules qui peuvent vous aider et il y a aussi la session d'accueil qu'on a fait la semaine dernière qui va être mis en ligne pour vous et qui est là pour vous soutenir aussi. Donc, j'ai aussi demandé combien de cours vous aviez fait. Il y a 19 d'entre vous, c'est presque le tiers, là, parce que vous êtes 74, que c'est leur première session. Donc, comme je vous ai dit, on est là pour vous soutenir. Il n'y a pas de stress à avoir. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer comment les choses fonctionnent. Comme j'ai eu à expliquer plusieurs fois, la BIQ, c'est pas une place dans le portail où vous allez vous rendre et que, par exemple, il y aurait une quantité de questions là, que vous pourriez vous pratiquer à répondre. C'est vraiment moi qui va vous envoyer les liens sur le portail. Comme j'ai fait pour le sondage, vous cliquez sur le lien pour accéder à un questionnaire.
Et oui, je pourrais mettre plusieurs questionnaires en ligne. Par contre, c'est pas un outil que je vais utiliser cette session-ci. Et il y avait là seulement 2 personnes qui étaient vraiment avancées dans le baccalauréat ou dans le certificat. Si je reviens à ma question où j'étais rendue. Et donc, dans la question, je vous demandais qu'est-ce que vous aimiez lire. Dans le fond, c'est juste pour m'aider à choisir les textes de travail. C'est plus intéressant de traduire des choses qui nous intéressent que si moi je décide de vous faire travailler sur un texte sur les insectes, puis il n'y a personne qui a un intérêt sur ça. C'est mieux si moi je vous demande qu'est-ce que vous aimez lire. Et j'ai eu toutes sortes de romans, des romans historiques, policiers, des romans de faits vécus, classiques, des romans d'apprentissage, des romans absurdes, des romans étrangers et des romans policiers étrangers. Je vous avoue, policiers étrangers, j'imagine que c'est peut-être des romans qui viennent du Portugal et qui sont des romans, des polars ou des romans policiers qui sont écrits par des auteurs portugais. Ou peu importe, je serais fascinée d'en découvrir. Et donc, par contre, j'avais une réponse que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est la réponse d'une étudiante qui disait tout ce qui permet d'apprendre. Et en étant traducteur, on a quand même une certaine responsabilité d'avoir quand même un bagage cognitif et culturel assez grand. Nos valises de traducteurs sont toujours assez grandes et doivent contenir beaucoup. Alors, pour terminer de parler là, par rapport au sondage, la majorité des gens dans le cours ont le français comme langue maternelle, à part une personne hispanophone et une autre qui a grandi avec le portugais et le français de manière assez égale durant sa jeunesse. Et j'étais vraiment, vraiment contente de voir qu'il y avait d'autres langues qui se promenaient aussi entre vous. Vous avez des gens qui parlent allemand. J'ai aussi j'ai eu 5 personnes en fait qui m'ont dit qu'ils connaissaient l'allemand à différents niveaux. Une personne qui avait du russe de base, 2 personnes qui parlent italien à différents niveaux, une personne qui parle un peu le mandarin et une autre personne le coréen. Je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous autres. Je voulais aussi vous parler du fait que ceux qui ont déjà des baccalauréats, puis qui ont fait plusieurs cours, il y a certains cours qui pourraient vous être crédités ou avoir comme une certaine équivalence dans le volet thématique de vos cours. Et il y a Madame Doucette et Madame Camira qui peuvent vous informer sur ça. Vous pouvez aller sur le site de l'université. Dans le répertoire, vous allez trouver leur nom. Parce que dans le volet thématique, par exemple, les gens qui ont travaillé en commerce, en administration, même les gens qui ont travaillé en musique, des choses comme ça, en finance, si vous voulez faire de la traduction administrative ou de la traduction sur les financières plus tard, toute la terminologie que vous avez appris peut vous servir à vous spécialiser dans un certain domaine, ou vous pouvez préférer aussi ne pas vous spécialiser et rester dans la traduction générale. Par exemple, moi, j'ai un bac en sciences de l'éducation, donc tout le vocabulaire de sciences d'éducation, je l'ai utilisé pour me spécialiser justement en enseignement de la traduction. Et donc, j'ai utilisé ça pour ma thématique. Et c'est sûr que c'est pas moi comme professeur qui vous dit toute la vérité. Il faut voir avec les gens du département et ces 2 dames-là qui pourront évaluer votre dossier.
Bon. Ensuite, si on fait un retour sur les lectures, vous aviez le premier chapitre du manuel de M. Poirier à lire. Je veux vous dire que c'est sûr que tout ce qui est dans les encadrés, en général, souligne de la matière qui est importante, mais ça ne veut pas dire que ce qui est entre les encadrés n'a pas des points plus importants que ce qui est dans les encadrés. Bon, par exemple, si on prend la page 9, on nous dit là, augmenter ou diminuer le niveau de langue selon ce qu'on explique. Excusez-moi. À des élèves de 5e année, du primaire ou je vais aller chercher la page, ça va être plus facile de les voir. On fait comme si on était en classe un petit peu. Page 9. OK. Donc, on parle ici de traduction intralinguistique. Donc, par exemple, on est dans le français, on veut avoir un texte qui est écrit, on nous donne un texte qui est écrit dans une langue qui est plus complexe, texte qui est en sciences. Puis, il est complexe parce qu'il a été écrit pour des gens de l'université. Par contre, quelqu'un voudrait l'utiliser en sciences physiques de secondaire 4 ou même dans les cours de sciences au primaire, on peut faire une traduction des termes qui sont là, mais simplifier les mots et mettre ça au niveau du langage pour des enfants plus jeunes ou pour des gens qui n'ont pas la connaissance de ces mots qui sont très complexes. Et donc, à ce moment-là, on paraphrase, on simplifie les mots et ça s'appelle quand même une traduction interlinguistique. OK. Je voulais aussi vous raffiner un peu la définition de texte pragmatique. En général, en traduction, on peut traduire des romans qui est de la traduction littéraire, mais des textes pragmatiques, à ce moment-là, ça va être des textes qui vont être de l'information, par exemple, des articles scientifiques. Vous allez avoir des articles de journaux. Vous allez aussi avoir des livres qui vont contenir de l'information. On peut avoir aussi des relevés de notes, des certificats de naissance. Vous allez avoir des descriptions techniques pour des outils. Donc, tout ce qui est vraiment informatif, on va regrouper ça sous la bannière des textes pragmatiques. C'est rare qu'il va y avoir des grandes émotions, oui, il va y avoir des opinions parce qu'un texte pragmatique peut être un texte d'opinion dans un grand livre. Ça peut être comme il y a dans vos catégories de lecture que vous aimiez, ça peut être des essais philosophiques, ça peut être des textes politiques ou historiques. Aussi, si je vais, je voulais spécifier un petit peu pour vous, à la page 14, les interférences. C'est sûr qu'on va revenir plus tard dans la session parce qu'on va venir parler de chacun des petits éléments. Là, c'était plus une introduction au vocabulaire. Les interférences, souvent quand on parle, qu'on soit québécois, français ou qu'on parle un français d'ailleurs au Canada dans la francophonie, on a beaucoup tendance, vu qu'on est en contact fréquent avec l'anglais, d'être un peu contaminé par la structure linguistique ou par le vocabulaire. Si je vous en donne un exemple, on peut avoir là, dans une chanson de Radio de Lisa Leblanc, qui est vraiment plus flagrant. Par exemple, si je dis de la chanson Lisa Leblanc, « À matin, mon lit simple fait sûr de me rappeler que je dors dans un lit simple. » Faire sûr,
on entend, si on le traduit mot à mot, c'est make sure, donc s'assurer. Dans le langage un peu plus de tous les jours, mais il y a des gens qui ont commencé à utiliser cette expression-là de plus en plus pour remplacer, s'assurer ou il s'assure de me rappeler que je dors dans un lit simple, ben, il me remet ça dans le visage régulièrement. Donc, ça va être des expressions, des structures qui vont vraiment venir contaminer le langage. Mais jusqu'à un certain point, je vais aussi répondre à une question de quelqu'un qui m'a demandé dans les pages, je pense que c'est un petit peu dépassé les pages que j'avais données à lire. Je réponds quand même à la question. Donc, ça dit de trouver des équivalences originales par rapport à une traduction. Et le point principal, ça disait « to help pay the rent ». En traduction, il y a une chose qui est constante, c'est qu'il n'y a jamais juste une bonne traduction pour traduire une phrase. Donc, « help pay the rent », on peut, selon nos connaissances ou selon nos goûts particuliers ou aussi selon les goûts de notre client, le traduire autrement. Dans notre livre ici, on a un exemple, et c'est pas une prescription, mais c'est une suggestion de traduction, de réussir à joindre les deux bouts. Donc, selon le contexte, on peut utiliser joindre les deux bouts, ou on peut utiliser autre chose. On peut être plus créatif, ou on peut être aussi plus raisonnable, selon si notre client trouve qu'on déroge un peu trop de son style à lui ou pas. Parce que justement, l'étudiante qui me posait cette question-là m'expliquait que dans un texte qui avait traduit un de ses collègues de travail, avait traduit quelque chose pour le musée, puis le client avait pas aimé ça parce qu'il trouvait que ça changeait son style rédactionnel de départ. Et à ce moment-là, le collègue avait changé pour une expression parce que lui était bilingue et a changé pour respecter plus son identité à lui. Et c'est très bien comme ça. Ça va vous arriver d'avoir à changer des expressions que vous allez négocier avec votre client. Parce que ça m'est arrivé même la semaine dernière. J'ai un client de Toronto dans le milieu hospitalier et il y a des expressions qui, une fois traduites en français, on trouve que c'est lourd, puis on aimerait ça raccourcir, puis on fait des recherches, puis l'expression c'est patient engagement. Puis là, engagement du patient, il me semble que c'est pas beau, là. On engage les patients comment, puis on fait des recherches, puis là, on voit que vraiment, dans l'usage, dans le monde hospitalier, ben c'est l'usage, puis même si on voudrait faire autre chose, ben on pourrait se retrouver à faire de l'hypertraduction, comme il est écrit à la page 15. Et puis, on peut discuter avec le client. Des fois, ben, le client va dire non, j'en veux pas. Puis c'est correct d'écouter son client puis de passer, d'utiliser l'expression. Puis parfois, le client va vous exiger une certaine expression, puis ça se peut que ce soit fautif. Puis vous l'utilisez. C'est comme ça. Donc, c'est la petite parenthèse que je voulais utiliser comme ça. Je voulais aussi vous parler qu'on avait plus loin la langue maternelle, la langue dominante.
Comme on a justement dans le groupe une étudiante qui, à la maison, avait quelqu'un qui parlait portugais constamment, puis l'autre personne parlait français. Elle a grandi avec les deux langues. Alors, la langue maternelle, la langue dominante, ben, c'est sûr que c'est plus difficile à choisir puis à dire, ben, ma langue maternelle, c'est laquelle? Ben, c'est sûr que c'est peut-être plus le français parce que les deux parents peut-être parlaient le français ensemble, puis il y avait peut-être, je sais pas, 60% de français, 40% de portugais à la maison. Ou ça peut être, c'est difficile à mesurer parce qu'on s'en rend pas vraiment compte. Puis si tu habites au Québec, ben c'est sûr que le reste de ta journée se passe tout en français, donc ta langue vraiment dominante, c'est le français. Si tu passes plus de temps dans ton année ailleurs, puis là, tu te retrouves que tu travailles en portugais, mais à ce moment-là, peut-être que ta langue dominante, ça devient le portugais. Puis au Québec, ben, comme j'ai habité longtemps à Montréal, j'ai côtoyé des gens, ils se retrouvaient qu'en étant enfants, ils ont fait leur école primaire en français, puis tout d'un coup, ben là, au collège, on se retrouvait en anglais, ils se retrouvaient en anglais, puis ses parents étaient plus anglophones que francophones. Donc là, ça peut changer, mais c'est ce que ça veut dire un peu la langue dominante. C'est que c'est la langue qui est vraiment la plus utilisée. Donc, il y avait ça ici. Je voulais aussi vous parler du rôle de normalisateur des traducteurs. Il faut faire attention à notre façon d'agir par rapport à la langue. Oui, c'est notre travail d'avoir le meilleur français possible, le meilleur anglais possible quand on traduit vers l'anglais ou quand on traduit vers le français. Ou même quand on écrit sur le forum, quand on écrit des courriels entre nous, ou je voudrais même quand on écrit sur Facebook, Instagram, c'est notre devoir d'avoir un très bon français. Là, je vous parle, je fais quand même attention à ma manière de parler. Je vais pas trop pincer non plus. Faut garder une façon naturelle de se parler. Par contre, quand on traduit, faut pas exagérer non plus. Comme je disais tantôt, il y a des clients qui vont nous dire je veux cette expression-là. Et aussi, si l'usage, par exemple, leadership, il y a des gens qui vont dire ah, jamais, jamais je vais utiliser leadership au lieu d'un autre équivalent. Mais des fois, on se retrouve à la fin là, que le texte est vraiment lourd. Puis le client peut aussi nous dire ça sonne pas comme je voudrais que ça sonne, c'est comme un petit peu trop soigné. Donc oui, on a un rôle de normalisation de la langue, mais on doit quand même respecter l'usage. Donc, et comme M. Poirier dit, c'est pas figé dans le temps. Et souvent, il y a des changements qui se font dans l'usage et nous, on doit tout de même les respecter. Donc, ça ici. Je voulais aussi, et là, ça c'est un point important, ça va être sûrement, très fortement possible que ce soit dans l'examen. Je veux vous apporter une note dans les définitions de traduction professionnelle et dans la traduction de
la définition de traducteur agréé. Donc, dans notre livre ici, ça dit que la traduction professionnelle, dans l'encadré, ça dit visant à faire acquérir à l'apprenti traducteur. Mon opinion à moi, ok, je vais vous le montrer ici. Cette définition-là, le bout ici que j'ai mis visant à faire acquérir à l'apprenti traducteur un savoir-faire, c'est que la traduction professionnelle, on la fait une fois qu'on a terminé nos études. Donc, ça désigne tout acte de traduction interlinguistique et idiomatique réalisé par un ou une spécialiste qualifiée. Qualifié, c'est diplômé, pas gradué, s'il vous plaît. Ça, c'est un des mots qui est dans l'usage, mais celui-là me dérange un peu. Donc, c'est qu'on les a, les compétences. On n'est pas en train de les développer et donc la définition de M. Delisle a besoin de la partie que M. Poirier a rajoutée. Donc, à l'examen, si jamais je vous demande qu'est-ce que la traduction professionnelle, je veux voir que c'est fait par un spécialiste qualifié. Et vous allez devoir me parler de savoir-faire et de compétences. OK? Produit par une personne ayant reçu un enseignement à cette fin. C'est une partie qui est importante pour moi. Ensuite, si on va à la page 23, je vais faire un ajout ici. Et je vais vous parler de quand on est agréé. Ça veut dire qu'on est reconnu par un organisme qui est un ordre professionnel. Les médecins, les dentistes, les ingénieurs, ça veut dire qu'on a le droit d'apposer un sceau. Ce sceau-là garantit notre travail, mais aussi il nous permet de faire des actes que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Ces actes-là, quels sont-ils? Pour le traducteur, qui c'est pas mentionné dans le manuel de M. Poirier, je vous les ajoute. C'est des documents qui doivent être certifiés pour présenter, par exemple, au gouvernement. Un nouvel arrivant va avoir à présenter certificat de naissance, passeport, va avoir à présenter carte de citoyen. Donc, ça, c'est des documents que seul un traducteur ou une traductrice agréée